Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre cours de troisième, on va s'intéresser aux caractéristiques de la puissance de l'Union européenne dans le monde et comment cette Union européenne est présente. Évidemment, ceci ne prend pas en compte les dernières nouveautés liées à la gestion de la crise du Covid, qui rebattra peut-être les cartes au niveau de la géopolitique mondiale. Une chose est sûre, donc les données datent de 2018-2019, celles que je vais vous proposer, et on va établir notre étude en deux temps. Le premier temps, avec ce document qui est forcément dans votre Google Drive, va vous proposer l'étude du côté droit de cette feuille, c'est-à-dire des caractéristiques de la puissance de l'Union européenne, nos fameux 27 pays. Et de l'autre côté, vous avez la France avec sa puissance dans le monde et au niveau de l'Europe, son influence culturelle, économique, politique et militaire qu'on verra dans le cadre d'une deuxième vidéo qui seront toutes les deux, j'espère, un peu plus courtes pour vous pas vous noyer dans tous les détails. Alors là, d'abord, la première chose qu'on va étudier, c'est les caractéristiques de la puissance de l'Union européenne. D'après euh, les mots d'un analyste américain, ce serait à la fois un géant économique et un nain politique que l'Union européenne. En fait, même si on met de côté les dernières nouveautés liées à la crise du Covid qui vont rebattre les cartes à l'échelon international, on se rend compte que l'Union européenne, comme on l'a vu la dernière fois, est une puissance incomplète. On voit bien que économiquement parlant, c'est une puissance importante, mais que politiquement parlant et militairement parlant, les pays de l'Union européenne n'ont pas voulu ou pas su faire un amalgame de toutes leurs disparités et ont préféré conserver certains autres axes, comme par exemple l'OTAN dans le domaine militaire, ou bien une certaine prépondérance politique nationale. Aucun pays n'a osé encore donner toute sa puissance à l'Union européenne dans le cadre d'une union qui aurait été politiquement avec un chef de l'Union européenne, un président, un hyper-président de l'Union à la tête de cet ensemble de pays. Donc, on a une puissance incomplète de l'Union européenne. Donc cette UE, elle a beau avoir une puissance économique très forte, comme on va le voir politiquement, on a du mal à imposer au niveau de l'Union européenne une même vue à tous les pays, alors encore moins évidemment à imposer un point de vue de l'Union européenne au reste du monde. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire trois choses, qu'il y a trois domaines qui vont nous intéresser aujourd'hui. Il y a le domaine économique qui comprend les plus grandes réalisations de l'UE. Il y a le domaine politique avec ses difficultés et ses faiblesses. Et il y a le domaine militaire qui est une faiblesse de l'Union aussi. On va en retenir quelques grands axes sur lesquels on pourra méditer. Pour ça, on va se servir d'un certain nombre de documents. Alors parlons d'abord économie, puisque c'est la grande réalisation de l'UE. Vous savez qu'il y a deux grandes réussites à l'UE. Il y a la réussite économique et la réussite aussi de ne pas avoir la reprise de guerre dans tous les pays qui étaient auparavant en guerre presque continuellement entre eux et qui, à partir de la construction européenne, deviennent des pays qui sont globalement des zones de paix. Alors regardons maintenant un chiffre relativement récent. Je vous le redis, avec la crise du Covid, ces chiffres vont forcément changer. Il y aura des cartes qui seront battues à l'échelle mondiale. Mais jusqu'à cette crise-là, regardons où on est l'état de figure des choses, puisque ça nous permettra ensuite aussi de tirer des conclusions sur la crise qui est en train de nous arriver. Donc nous avons un commerce de marchandises en 2016 qui nous est montré par la carte que vous avez devant les yeux des exportations de chaque zone en milliards de dollars. Et vous pouvez le voir, le monde entier est centré autour de trois zones qui ont des échanges intra-régionaux, c'est-à-dire entre régions, nettement plus forts que le reste du monde. Ces trois zones, rappelez-vous, on leur a déjà donné un nom, vous l'avez aussi vu en quatrième, ces trois zones s'appellent la triade. Donc la triade, c'est les trois zones de plus grande richesse du monde qui se partagent aussi entre elles le plus d'échanges. Cette triade, elle est composée, comme vous pouvez le constater, de trois zones suivantes. L'Asie avec notamment le Japon et la Chine. Alors pas toute la Chine n'est actuellement pas une zone qui est riche, il reste encore il y a à peu près 350 à 400 millions de Chinois qui ont un niveau de vie équivalent à l'Europe. Il y a aussi plus d'un milliard de Chinois qui ont un niveau de vie qui est encore un niveau de vie de pays faible. N'oubliez pas non plus que c'était une dictature à l'échelle du monde. Donc vous avez la Chine en partie, vous avez le Japon et la Corée du Sud évidemment. Hong Kong, Singapour, d'autres zones à ce niveau-là.
Donc toutes ces zones-là, la Chine en partie, le Japon, la Corée du Sud, font partie du pôle de la triade en Asie. Ensuite, vous avez l'Europe. Dans cette Europe, évidemment, c'est l'Union européenne qui va avoir de l'importance. Alors, certains pays de l'Union en particulier qu'on étudiera dans un deuxième temps. Et du côté Amérique du Nord, vous avez les USA et le Canada. Donc voilà, l'Amérique du Nord, l'Asie, donc de l'Est et du Sud, la Chine en partie, Japon, Corée du Sud, et l'Union européenne totalise une très grande part des échanges intrarégionaux. Il y a au contraire des zones qui sont complètement délaissées, mises de côté. Ces zones, c'est les zones qui sont un peu plus pauvres à ce niveau-là. Donc vous avez l'Asie centrale, vous avez évidemment l'Afrique, qui malheureusement reste encore une zone qui est très délaissée par les échanges mondiaux, et l'Amérique du Sud et l'Amérique latine. Donc, appelée latine puisque en majorité elle parle des langues latines, c'est-à-dire l'espagnol et le portugais. Voilà. Donc là, vous avez nos fameux 3 pôles de la triade. Alors pourquoi triade? Parce qu'entre eux, et vous le voyez bien, les échanges qui se mettent en place sont intra-régionaux entre ces 3 zones et forment en réalité comme un triangle d'échanges clairement visible. Il y a des échanges Europe-Amérique du Nord, des échanges Europe-Asie et des échanges Asie-Amérique du Nord. Donc voilà comment s'organise le commerce mondial, les échanges interrégionaux. Vous voyez très clairement que les échanges entre Asie et Amérique, entre Europe et Amérique et entre Asie et Europe sont la base du commerce mondial depuis la deuxième moitié du XXe siècle, déjà auparavant d'ailleurs, et ça s'est encore renforcé au XXIe siècle. Donc l'Union européenne fait partie des pôles mondiaux d'échange. C'est même d'ailleurs le premier pôle, encore au-dessus de l'Amérique du Nord, au-dessus de l'Asie, comme vous pouvez le voir, puisque le commerce intra-européen, c'est-à-dire entre pays d'Europe, est une grande part justement d'échange. Donc vous avez une zone qui est économiquement puissante quand on parle de l'Union européenne. C'est notre premier point. Donc même si la part de l'Union européenne dans le PIB, c'est-à-dire dans le produit intérieur brut diminue, c'est encore la première zone dans le PIB mondial. Donc produit intérieur brut, la production de l'ensemble des entreprises dans une zone, produit intérieur à l'intérieur de cette zone. Donc on compte aussi les entreprises qui ne sont pas des entreprises appartenant à des Européens, mais qui ont des filiales dans la zone. Par exemple, une usine d'une entreprise américaine va être, je sais pas, un Apple Store, son produit de production de richesse, donc va être considéré comme faisant partie du produit intérieur brut européen. Si vous ne voulez avoir que les entreprises appartenant à un pays ou à une zone, où qu'elle soit dans le monde, c'est l'inverse. Donc là, vous avez le produit national brut. Donc le produit intérieur brut prend toutes les entreprises, à qui que ce soit qu'elles appartiennent, dans une zone précise. Donc l'Europe, l'Union européenne a la première place dans le PIB mondial. Elle a aussi 40% des échanges mondiaux. Donc économiquement, c'est une zone extrêmement importante qui totalise 40% des échanges de produits importation-exportation dans le monde. Et les 2/3 de ces échanges se font à l'intérieur de l'Union européenne. Donc vous voyez que le commerce intra-européen, ça marche. C'était une des premières choses pour laquelle l'Union européenne, la construction européenne avait été faite, déjà la CEE avant et même la CECA, c'était pour permettre l'abolition des droits de douane et la libre circulation, notamment des marchandises, dans le marché commun. Et ce marché commun-là a permis de développer les échanges dans la zone et les échanges de cette zone avec les autres zones. Donc vous avez ici un géant économique, l'Union européenne. Donc les caractéristiques de la puissance de l'Union européenne, la première, c'est une puissance économique. Donc cette puissance économique, elle est claire et nette. Ça se voit aussi au niveau du développement de cette zone. Alors voilà une carte qui date d'il y a un peu plus longtemps, qui a été faite par les presses de Sciences Po, l'Institut de sciences politiques français en 2008, et qui nous montre bien l'aide publique au développement,
les donateurs et les récipiendaires. Les donateurs, c'est ceux qui donnent, les récipiendaires, c'est ceux qui reçoivent. Et ça correspond exactement à ce qu'on a dit sur la triade auparavant. Regardez bien la carte. Qui est donateur? Qui reçoit? Donc récipiendaire. Quelles sont les zones qui donnent le plus d'aide? Et puis quelles sont les zones qui reçoivent le plus? Donc, vous avez vu, c'est clair et net. On retrouve vraiment notre triade et on a quelques cas particuliers dont on va parler maintenant. Donc première chose, pour des raisons de hasard en réalité, dues à la répartition des continents, il y a plus de terre dans l'hémisphère nord qui soit une zone tempérée. Donc, il y a plus de facilité à avoir de l'agriculture quand l'agriculture est née, il y a en moins 8000, dans la zone tempérée. Et cette zone est la première à s'être fortement développée. Les choses se prolongeant au fur et à mesure, on constate très clairement que la zone de l'hémisphère nord est actuellement plus développée que la zone de l'hémisphère sud. Donc si on remonte très très loin historiquement, on en arrive à cette raison. Il y a peu de pays qui sont des pays qui donnent plus pour l'aide au développement qu'ils en reçoivent dans l'hémisphère sud. Vous avez l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont des zones qui ont développé leur richesse après l'arrivée de colons, notamment européens, anglais. Et vous avez les pays de l'OPEP, notamment l'Arabie Saoudite, le Qatar, qui, eux, sont des pays qui ont bénéficié évidemment de la production de pétrole. Donc ça, ces zones-là, que j'ai mis en jaune, en gros, ce sont des zones qui sont plus riches que pauvres. Donc, si on fait les choses un petit peu mieux, parce qu'on a inclus quand même la Chine et d'autres zones pauvres qui reçoivent de l'aide au développement, là on va simplement refaire, vous voyez bien qu'on a les 3 pôles de la triade. L'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest notamment, l'Asie de l'Est, et puis on peut rajouter aussi, voilà, donc comme on l'a dit, différentes zones, notamment les pays de l'OPEP, comme l'Arabie Saoudite, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, et l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Voilà. Le reste, c'est des pays qui reçoivent plus d'aide qu'ils n'en donnent. L'Amérique centrale et l'Amérique latine, toute l'Afrique, et une grande part de l'Asie, avec notamment les pays en guerre de la Syrie, etc., de l'Irak, et une partie de l'Océanie. Donc vous voyez, il y a beaucoup plus de zones dans le monde qui sont des zones pauvres que de zones qui sont des zones développées. Donc si on fait le compte à ce niveau-là, vous voyez bien que l'Union européenne fait aussi partie des zones mondiales qui donnent de l'aide au développement aux autres zones, plus d'ailleurs que tous les autres donateurs. C'est une preuve aussi de puissance économique, justement, européenne dans le cadre mondial. Donc voilà pour l'économie. Deuxième chose, et vous allez voir qu'il y a un lien avec l'économie aussi, l'Europe a une puissance, ce qu'on appelle un rayonnement culturel. C'est ce qu'on appelle aussi le soft power. Le soft power, en anglais, c'est, à différencier du hard power, le hard power, c'est vos puissances brutes, votre armée militaire, votre économie. Le soft power, c'est votre influence, votre rayonnement. Et l'influence européenne, elle est surtout visible dans le domaine de tout ce qui est des dérivés culturels de l'économie, comme par exemple le tourisme. Très grand point visible sur l'image. Alors regardez, vous avez clairement la vision ici de la puissance européenne dans le monde en matière culturelle et touristique. Avec des chiffres très récents de 2016-2017. Alors comme vous pouvez le voir, et ça augmente encore de 2016 à 2017, le tourisme en Europe, c'est la première zone mondiale. Vous avez par année 1322 millions de touristes internationaux arrivant en Europe en 2017. Absolument énorme. Suite à la crise économique de 2008-2009, dont on entend un peu parler maintenant pour dire que justement celle qui nous attend sera certainement pire encore, vous voyez qu'il y a eu une sacrée baisse en 2008-2009 et que le tourisme est reparti à la hausse ensuite. C'est logique, une des premières choses que les gens ne font plus quand ils n'ont plus d'argent, c'est tout ce qui est culturel et tout ce qui est loisir, c'est-à-dire le tourisme. On retrouve exactement la même répartition que ce qu'on a vu auparavant, les zones de la triade, Amérique du Nord, Europe, Asie de l'Est,
sont les zones qui accueillent le plus de touristes et qui en envoient le plus. Là, vous avez les arrivées, mais pour les envois, ce serait exactement pareil. Vous n'êtes pas un touriste quand vous n'êtes pas riche. Et il y a forcément une bien moins grande proportion d'habitants riches dans les pays pauvres. Il y a toujours une minorité de riches dans les pays pauvres, une minorité de pauvres dans les pays riches. Mais au niveau de la masse, forcément, c'est l'Europe, l'Amérique du Nord et une partie de l'Asie qui vont envoyer le plus de touristes. Deuxième chose, c'est aussi eux qui vont recevoir le plus, parce que c'est ces zones-là qui vont réussir à récupérer, grâce à leur richesse, le plus d'infrastructures touristiques. C'est-à-dire que vous allez avoir plus d'hôtels, c'est-à-dire que vous avez la capacité de construire plus de parcs à thème, de mieux mettre en valeur vos paysages, etc., etc. Et puis d'avoir, culturellement parlant, le tourisme culturel dans, par exemple, des grandes villes. Paris, Londres, etc., sont très très attractifs. Lagos est beaucoup au Nigeria, est beaucoup moins attractif à ce niveau-là. Première chose, il n'y a pas ou presque pas de monuments historiques puisque cette ville est beaucoup plus récente. Et deuxième chose, au niveau économique et au niveau infrastructure, le pays n'est pas en mesure, à cause de ses problèmes économiques, de fournir autant et de créer autant d'infrastructures que les pays d'Europe, donc de l'Union européenne, de l'Amérique du Nord, de l'Asie. Donc l'Union européenne est une plus grande puissance culturelle, ce qui nous est prouvé par son rayonnement touristique. En arrivant en Europe, ces touristes-là vont s'imprégner de culture également européenne. Et cette culture européenne, due aussi au fait que l'Europe est ce qu'on appelle le vieux continent, quand vous êtes en Amérique, c'est le vieux continent, c'est l'Europe. C'est le continent justement où vous avez la plupart des monuments historiques de la culture européenne qui a essaimé dans beaucoup de points mondiaux. Donc à partir de là, c'est quelque chose qui va représenter vraiment à la fois la gastronomie, à la fois les monuments, à la fois l'histoire, à la fois les paysages pour une bonne part de la population mondiale. Donc un vrai rayonnement culturel européen. Et puis l'Europe a une certaine notion aussi, avec cette vieille puissance et ce vieux continent, euh, de comprendre des choses qui auraient une certaine valeur, un certain attrait touristique. Donc c'est vraiment une zone qui peut compter sur un tourisme extrêmement fort chaque année. Sauf 2020 et les années suivantes, ce sera très difficile pour nos infrastructures touristiques de tenir aussi le choc, vous vous en doutez bien. Donc on verra aussi des changements, des évolutions à ce niveau-là. La crise que nous vivons va remettre en cause, comme on le dit depuis le début de cette petite vidéo-là, va rebattre un peu les cartes de l'influence internationale. On voit bien dans cette crise-là la tentative de la Chine de monter son influence et la perte de pouvoir au niveau international, la perte de ce qu'on appelle le leadership américain, puisque les Américains prennent des décisions qui ne sont plus suivies internationalement à cause justement de leur manque d'investissement à l'étranger à ce niveau-là. L'Europe restant là aussi une puissance qui n'arrive pas à imposer à des partenaires internationaux quoi que ce soit. Puisque politiquement parlant, comme on va le voir, ce n'est pas une grande puissance. Grande puissance économique, petite puissance politique. On en revient même dans la gestion de cette crise actuelle à ce qu'on est en train de voir. Vous voyez que la géographie d'aujourd'hui, c'est forcément les événements historiques d'hier qui la conditionnent. Troisième chose, donc le tourisme, comme on a dit d'abord. Deuxième chose, c'est la première destination touristique mondiale que l'Union européenne. Donc là, vous avez tous les arguments et les ingrédients économiques de la puissance politique, européenne. Maintenant, on va passer à l'impuissance politique. Alors cette impuissance politique, on l'a vu déjà, cette faiblesse politique, quand on a parlé d'élargissement. Il y a eu un élargissement qui a amené des difficultés, avec des zones de différenciation de richesse dans l'Europe, qui se font concurrence entre elles. L'Europe de l'Est, moins riche, fait concurrence, par exemple, à l'Europe de l'Ouest, en proposant des travailleurs qui ont, avec l'espace Schengen, le droit de circuler en Europe, qui sont payés, par exemple, moins cher que les mêmes travailleurs faisant la même chose en Europe de l'Ouest. Donc il y a des difficultés internes dans l'Union européenne. Ça amène, politiquement parlant, des différences de point de vue entre les pays. Tant et si bien que des pays comme par exemple le Royaume-Uni, pour la première fois, ont décidé de sortir de l'Union européenne. Pour l'instant, c'est le seul, c'est le fameux Brexit qu'on a déjà étudié. Je vous rappelle les vidéos précédentes et je vous y rapporte à ce niveau-là pour étudier plus de choses sur le Brexit. Alors,
tous les autres documents que vous avez à voir là sont les documents qu'on verra pour la France, puisque la France, quant à elle, maintient une grande puissance, voilà, là, une grande puissance dans le monde. C'est ce document-là que je voulais vous montrer. Vous voyez qu'au-delà même de l'Europe, la France fait partie des grandes instances de décision. Vous avez ici la frontière de l'Union européenne, vous avez les pays du G8, les 8 pays les plus puissants du monde, les pays en rouge du G20, l'organisation des 20 pays les plus puissants du monde. La France fait partie de ces 3 organisations. Donc, dans le cadre de l'Union européenne, la France est un des pays leaders. Mais ça ne veut pas dire que l'Union européenne en tant que telle soit une grande puissance politique. En réalité, la France en tant que puissance elle-même a probablement plus d'influence que l'Union européenne parce qu'elle n'arrive pas à se mettre d'accord. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne a eu beau être basée sur des principes fondamentaux, les pays n'en font pas tous le même usage et n'ont pas tous les mêmes besoins et les mêmes volontés. Alors les principes fondamentaux de l'UE, qu'est-ce que c'est ? Première chose, comme vous pouvez le voir, il y a des pays qui devraient normalement avoir tous des valeurs communes. Le respect de la dignité humaine, c'est-à-dire l'interdiction de l'esclavage, évidemment, par exemple, tout ça. La liberté et la démocratie, l'interdiction de la dictature. Alors, compliqué, certains pays comme la Hongrie en Europe ont vraiment prennent des libertés avec la liberté, quoi. Les gouvernements sont très très limites. On appelle ça des régimes autoritaires. Ils sont entre la démocratie vraie et la dictature. Vous avez une notion d'égalité, vous n'avez pas le droit d'avoir des privilèges en Union européenne, un état de droit, c'est-à-dire qui garantisse les droits de ses citoyens, le respect obligatoire des droits de l'homme, le pluralisme. Alors comme on l'a déjà vu, cette notion veut dire que vous avez le droit d'avoir plusieurs partis politiques. Dès que vous avez un monoparti, c'est que vous êtes en dictature. La non-discrimination avec l'interdiction de discriminer certaines populations. Alors on pense notamment aux Roms en Hongrie, ça pose énormément de problèmes dans cette zone-là. La tolérance est érigée comme principe de base, la justice, le droit à la justice et non à l'injustice, et la solidarité entre pays d'Europe. C'est l'article 2 du traité de l'Union européenne, TUE, traité de l'Union européenne. Les objectifs sont de promouvoir la paix et les valeurs de l'Union et le bien-être des peuples. Rappelez-vous, pacifier la zone, c'est un des premiers objectifs de l'Union européenne, de la construction européenne. Le bien-être des peuples étant assuré notamment par le niveau de vie des peuples, géré par notamment toute l'idée d'avoir une économie puissante. Et 4 libertés, la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux, dans le cadre notamment pour les personnes de l'espace Schengen. Et même pour ça, donc première limite politique, tous les pays n'ont pas signé. Rappelez-vous, tous les pays ne sont pas signataires de l'espace Schengen qui amène la libre circulation des personnes. Tous les pays n'ont pas la même place dans la libre circulation des capitaux. D'ailleurs, certains ont refusé l'euro. L'Union européenne n'a pas réussi à imposer l'euro à tous ces pays. La libre circulation des biens, c'est ce qui marche le mieux dans le cadre du marché commun économique. Et la libre circulation des services aussi, toujours économiquement parlant. Donc vous voyez qu'il y a des différenciations. Ce qui est économique fonctionne bien et ce qui est dans le cadre d'un regroupement politique et social marche beaucoup moins bien. Donc malgré ces principes fondamentaux de l'UE est bien devenue une zone de paix, elle est devenue une zone de prospérité économique, mais politiquement parlant, on n'a pas réussi à mettre en place des pays qui soient tous autour des mêmes idéaux. Alors ça nous amène à ceci, dernier point. Vous avez donc une différenciation en Europe qui se fait au niveau des difficultés politiques. Et puis, comme on l'a vu aussi la fois dernière, des difficultés militaires. Il n'y a pas d'armée de l'Union européenne. Donc ça, ce sont les points vraiment négatifs. Il y a des difficultés face à l'élargissement, avec notamment le Brexit, comme on l'a vu. Il y a une faiblesse politique de l'Union européenne qui n'arrive pas à imposer ses vues. Je vous mettrai différents documents vidéo qui le prouvent d'ailleurs dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Et il n'y a pas d'armée européenne. Ça nous montre bien que militairement parlant, l'Europe n'est pas une grande puissance. Donc voilà, vous avez bien des caractéristiques différenciées de la puissance de l'Union. D'un côté, vous avez une Europe qui est une puissance économique importante, mais politiquement parlant et militairement parlant, c'est une zone qui n'a pas réussi à s'imposer. C'est ce qu'on appelle une puissance incomplète. Donc cette puissance incomplète, vous pouvez retenir cette notion de géant économique et de nain politique. Donc l'Union européenne, c'est vraiment une zone qui, économiquement parlant, s'est imposée comme la première zone mondiale, mais pas du tout politiquement. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que politiquement elle soit plus unie ? Il faudrait des institutions communes qui soient
accepté et qui soit obligatoire d'application pour l'ensemble des pays. Or, ces pays ne l'ont pas souhaité. Le dernier traité européen que la France aurait dû signer, notamment en 2005, aurait dû mettre en place des institutions plus simples pour l'Union européenne, aurait dû mettre en place une hyper-présidence européenne, mais beaucoup de pays européens, dont la France, et notamment leur population, lors de la ratification de ces traités, ont eu peur de la signature de ces traités et n'en ont pas voulu. Peur que justement l'Europe impose des, des lois qui semblent plus lointaines et plus arbitraires aux pays. Donc les pays n'étant pas prêts à créer une organisation plus vaste, ben on reste dans le cadre d'une politique de compromis, toujours, entre les pays d'Europe. Et cette politique de compromis, elle amène à une moins grande puissance de l'Union européenne en tant qu'institution dans le cadre commun mondial. Il faut que les pays se mettent d'accord. Et c'est compliqué à 27. C'est déjà compliqué de mettre d'accord, notamment, et vous le voyez lors de cette pandémie, hein, les Français, les Allemands, les Anglais, qui ne font plus partie de l'Europe, mais qui sont encore un interlocuteur, les Italiens, et actuellement, l'Europe du Sud n'est pas contente du fait que l'Europe du Nord, moins touchée par le Covid, ne veuille par exemple pas mettre en commun euh, tout un budget spécifique, les Corona Bonds, c'est-à-dire des emprunts à échelle européenne pour une redistribution de l'argent. Donc vous avez des vues différentes des pays en fonction des intérêts de chaque pays et pas d'un intérêt global européen. C'est ça qui donne une impuissance politique à l'Europe. Là, vous avez actuellement un très très bon exemple de ceci à travers les emprunts Corona qui ont été refusés par les Allemands et par les Danois et soutenus par les Français et les Italiens, les pays notamment du sud de l'Europe, plus touchés actuellement par l'épidémie de Covid. Donc, vous le voyez, une puissance européenne incomplète. Maintenant, la deuxième question, c'est et la France dans tout ça? Où est-ce que la France se situe dans le cadre de la puissance européenne? Est-ce que la France fait partie d'un pays puissant économiquement en Europe? Est-ce que la France est un pays puissant politiquement, puissant culturellement, puissant militairement? C'est ce que nous allons maintenant étudier dans une deuxième petite vidéo. Il y aura encore 2 vidéos sur la place de la France dans l'Union européenne et l'Union européenne tout court. Celle donc sur la puissance française, le côté gauche de la fiche que vous avez devant les yeux. Et puis une deuxième vidéo sur l'appartenance, la notion d'appartenance et de citoyenneté européenne. Voilà. Donc, je vous mets encore ce document-là dans votre drive. Je vous mets également le document, avec les documents justement, que j'appellerai puissance UE document. Et à partir de là, je vous mets aussi des liens vers différents documents vidéo pour étudier tout ça dans la description de notre vidéo. Voilà, donc un petit cours, puisqu'on va le jumeler avec un deuxième que je vous mettrai très certainement en ligne dès demain et qui portera donc sur la puissance française. En attendant, je vous souhaite comme d'habitude la meilleure journée possible et je vous dis, portez-vous bien.